L'écologie, c'est la bataille qu'il faut mener activement. Pour cela, on a besoin d'un média indépendant qui décrypte les enjeux, relaie les luttes et parle des solutions possibles. Pour nous aider financièrement, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. On connaît tous Fukushima, Tchernobyl, Three Mile Island. Mais connaissez-vous Saint-Laurent-des-Eaux ? Saviez-vous que la France a connu 2 des accidents nucléaires les plus graves ? 2 accidents qui ont débouché sur des rejets radioactifs dans l'environnement, notamment du plutonium dans la Loire. Un premier accident il y a 50 ans en 1969, le second en 1980. 2 accidents restés longtemps méconnus, jusqu'à ce que des journalistes finissent par les mettre au jour. D'abord via le magazine Le Point en mars 2011, puis dans une enquête de spéciale investigation sur Canal+. Alors aux médias on a voulu reconstituer les faits, histoire de fêter le cinquantenaire. Je prends la décision de quitter le gouvernement. Make our planet great again. Pour comprendre, on s'est rendu sur place. On a suivi Daniel, un ancien salarié de la centrale. J'ai été là pendant l'incident de Saint-Laurent-2, en étant opérateur. Donc j'ai vécu l'incident quand même de près. Là, c'est les réfrigérants de Saint-Laurent-B. Le réacteur, il est à l'intérieur de la partie grise, qu'on voit qui est hexagonale. C'est ici que le plutonium aurait été déversé. Alors qu'à l'extérieur, personne ne savait ce qui se passait dans le réacteur, Daniel était dans la salle de contrôle en 1980, au moment où la centrale rejette dans le fleuve les éléments les plus radioactifs. Du plutonium, il faut bien qu'il soit rejeté quelque part. Ah, donc vous en doutiez. Vous aviez l'information directement ou... Bah oui. Ouais. Ok. Ouais, C'était pas un secret, quoi. Pour moi, c'est pas un secret. L'extérieur, le fait a été annoncé comme un incident. Mais ça, c'est le discours, je dirais, habituel des autorités d'EDF. En tant qu'employé, au moment de l'accident, on l'a vécu comme une catastrophe. Comment pouvait-on réparer ? Comment pouvait-on intervenir ? Il y a énormément de questions qui se sont posées. En 2019, qui est au courant ? Qui connaît l'histoire de Saint-Laurent-des-Eaux ? Pas grand monde. Certains chercheurs et des militants antinucléaires tentent de faire connaître le passé de cette centrale. À Orléans, un forum du cinquantenaire est organisé. Et ce déni va générer très rapidement une religion d'État. Thierry Gourvenec, l'organisateur de l'événement, est l'un des experts que nous avons rencontrés. Je découvre à l'occasion de Fukushima et d'Internet, Internet ça a joué un rôle très important, l'article du Point, et je découvre que j'ai vécu 18 ans à Orléans, à 30 km d'une centrale où il y avait eu 2 accidents du même niveau que Three Mile Island. Et je n'en avais jamais entendu parler. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce pays où on est capable de cacher des accidents de cette importance ? Comment, moi, médecin, j'ai jamais pu avoir accès à des informations de cet ordre-là, alors qu'il est évident que pour mes collègues médecins généralistes, c'est essentiel de connaître l'origine possible d'un cancer, parce que ça induit des comportements de santé publique évidents. On va prévenir la population, on va donner des conseils, on va dire aux pêcheurs, pêchez à vos risques et périls, mais ne mangez pas, par exemple. Vous voyez ? Mais ça n'a jamais été dit. Jamais. Absolument jamais. Que s'est-il passé exactement ? Pour comprendre, petit retour en arrière, on vous explique. D'abord, en 1969, une mauvaise manipulation entraîne la fusion de 50 kg d'uranium au cœur du réacteur graphite, gaz A1. Au lieu d'avoir, comme à Tchernobyl et Fukushima, une masse très importante de combustibles qui sont en fusion, là, vous avez une masse réduite. Mais quand vous êtes à proximité de cette masse réduite, c'est la même chose. En 1980, rebelote. Cette fois, une plaque se décolle, tombe dans le réacteur et bouche les tubes, ce qui entraîne une nouvelle fusion, engendrant des rejets radioactifs sous forme gazeuse et liquide, dont du plutonium dans la Loire. Le plutonium dure des dizaines de milliers d'années, donc effectivement que l'accident ait eu lieu en 1969 ou en 1980 ou actuellement, si ça se reproduisait, les conséquences sont quasiment les mêmes. Le plutonium reste là, il est extrêmement dangereux, même s'il peut être évidemment transporté par la Loire en l'occurrence. Ça fait qu'on se retrouve dans l'environnement avec des particules extrêmement nocives. Il y avait combien de kilos de plutonium ? Tout ça, on ne sait pas. Ça fait 50 ans que toutes ces questions n'ont jamais été soulevées, n'ont jamais été interrogées, n'ont jamais été détaillées. Jamais. Y aurait-il une omerta ? Est-ce que cet accident reste méconnu suite aux efforts de l'industrie nucléaire pour garder ses secrets intacts ?
Globalement et historiquement, les médias français, que ce soit la presse écrite, audiovisuelle, radio, sont des médias naturellement pro-nucléaires. Il n'y a pas de grand complot là-dedans, mais c'est vrai qu'on a intégré en France que c'était un bienfait. Et donc, naturellement, pendant des années, les journalistes ne se sont pas posé de questions sur ce qui se passait réellement dans le secteur. Les autorités à qui on a confié la science des radiations et la soi-disant protection radiologique des populations ne sont pas légitimes puisqu'elles sont hors contrôle. Elles sont autonomes depuis le début. Une autorité qui n'est pas contrôlable ne peut pas avoir une communication légitime. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils auront toujours raison. Dans les années 70, pour convertir les Français et les élus, et d'abord les élus, au nucléaire, il y avait une cellule spécialisée qui organisait une communication de masse incroyable pour convaincre les Français d'adopter le nucléaire et d'être favorables au nucléaire. Prenez Lubrizol, c'est une communication de crise tout à fait analogue et tout à fait, standard. Toute crise de ce genre qui touche à l'environnement et à la santé des populations est gérée par le gouvernement de cette façon-là. Ils le disent, il y a un incident, ils minimalisent, ils minorent absolument, ils ne cachent pas, mais ils minorent d'une telle manière que les journalistes se font bluffer, les élus se font bluffer, et c'est rien. En fait, c'est rien du tout. Il est marqué quelque chose qui est assez troublant, qu'on a rejeté du plutonium directement dans la Loire. C'est quand même pas grand-chose. C'est du plutonium. Oui, mais enfin... Mais c'est interdit. Oui, bien sûr. C'est pas bien, mais c'est pas grave. C'est ça que vous voulez dire. C'est illégal. Ensuite à la diffusion de l'enquête de spéciale investigation, la ministre de l'Écologie et du Développement durable a commandé un rapport pour savoir ce qu'il en était concernant la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Le rapport, lui, dit pas grand-chose, si ce n'est que la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie a dès lors souhaité que ces deux accidents soient étudiés aussi bien au niveau de leur cause, de leur gestion que de leurs conséquences et de la communication au public. Et dit plus loin que les rejets essentiellement gazeux relatifs à ces deux accidents étaient effectués sans dépasser les limites qui étaient alors imposées. Donc un rapport qui finalement dédouane complètement EDF. L'administration était en particulier consciente que l'arrêté interdisant à partir de décembre 1980 les rejets d'émetteurs alpha ne pouvait pas être immédiatement respecté. Toujours suite à la diffusion de l'enquête de spéciale investigation, le réseau Sortir du nucléaire a envoyé une lettre au ministère de l'Écologie en posant ces questions. Du plutonium qui a été déversé dans la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe, combien s'est accumulé dans les sédiments ? Combien reste présent sur les bords du fleuve et quel est l'état de la contamination de la faune et de la flore ? Des questions restaient sans réponse. Suite au reportage de Canal+, dans lequel le PDG d'EDF de l'époque, Marcel Boiteux, reconnaît que le plutonium a été rejeté délibérément, volontairement dans la Loire, je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions des pouvoirs publics. Or, il n'y en avait pas. Et donc, avec mon association, l'Observatoire du nucléaire, nous avons décidé de déposer une plainte. Donc, il y a eu toute une enquête qui a été menée. Et malheureusement, donc, la justice a considéré que l'affaire était classée. Selon certaines interprétations, la réglementation de l'époque était assez ambiguë et floue. Donc, EDF et le nucléaire en France est dans l'impunité la plus totale. Toutes ces découvertes remettent en cause des croyances sur le nucléaire qu'on imagine si sûr, si sécurisé. Alors vous vous doutez bien qu'on a pas mal de questions à poser à EDF. Sans réponse à nos demandes d'interview, on s'est rendu près de la centrale, on s'est garé sur le parking et on a rappelé le service presse. Je vous explique. Déjà pour les avoir, il faut être patient. Nous allons donner suite à votre appel. Non. Service de presse EDF, bonjour, merci de patienter. 8 minutes. Alors on patiente. On est déjà à 15 minutes d'attente sur le standard du service presse d'EDF. Et il fait très froid sur ce parking. Puis quand ça décroche, il faut argumenter avec le service presse. Oui, allô ? Oui, allô ? Bonjour ? Allô, oui, bonjour. J'ai contacté à la base pour une demande d'interview. Et j'ai vraiment insisté, j'ai appelé plusieurs fois. Je crains malheureusement que dans les délais qui sont les vôtres, ça ne soit pas possible, mais bien entendu, je vérifie d'abord. Ok. Alors qu'on espère mettre la pression sur EDF, des gendarmes arrivent. Visiblement, notre présence dérange. Le nucléaire, un sujet sensible. Bonjour. Bonjour. On a le droit d'être ici, parce que c'est un espace public. Non, mais moi, c'est la caméra. C'est la caméra ? Donc, on t'envoie tous les identités, la carte de presse, le véhicule, tu passes tout ça, puis on attend. Finalement, on n'aura pas d'interview, mais un mail. Dans son mail, EDF nous répond que
Il n'est pas à cet égard anormal que la communication réalisée lors des 2 événements ne respecte pas l'intégralité des règles et méthodes actuellement en vigueur. Il sera en revanche inexact de considérer que l'événement a été tenu secret. La communication a été réelle, elle s'est faite selon les normes de l'époque. En 50 ans, ce qu'on peut voir, c'est que le complexe a compris que malheureusement l'information l'avait échappé. On voit depuis maintenant 4 ans, 5 ans que les enquêtes se multiplient sur les problèmes du complexe nucléaire, l'état des centrales nucléaires. Et donc, il a de plus en plus de mal à contrôler l'information et à revenir. Il fait un travail extraordinaire pour essayer d'enrober et faire oublier les problèmes. On aurait très bien pu avoir malheureusement l'équivalent de Fukushima ou de Tchernobyl à Saint-Laurent-les-Eaux. Et dans d'autres circonstances, peut-être Fukushima aurait pu éviter. Et voilà, ça se joue à pas grand-chose. Ces ingénieurs sont prêts à prendre tous les risques, sachant qu'ils existent, mais en croyant pouvoir les contrôler. Donc la transparence ne peut pas exister, puisque transparence, ça serait avouer ses faiblesses. 50 ans après le premier accident de Saint-Laurent-des-Eaux, l'industrie du nucléaire continue à faire comme si de rien n'était, avec une stratégie de communication qui consiste à en dire le moins possible, comme si les risques étaient négligeables. Alors pour percer les secrets du nucléaire, pas d'autre choix que de continuer les enquêtes, de fouiller. Parce que ce sont les investigations qui aujourd'hui permettent de se faire une idée de sa dangerosité. Le nucléaire, on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à nous dire si ça vous a plu, et si vous êtes content de notre travail, vous pouvez nous soutenir par ici.